Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Sean Fu, analyste de marché et expert de la Chine, pour discuter des récents développements dans la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Salut, ravi d'être ici. Glenn, comme toujours. Eh bien, nous voyons que les États-Unis exercent des pressions aussi bien sur leurs alliés que sur leurs adversaires. Mais alors que les Européens espèrent que leur obéissance et leur subordination sans faille seront récompensées par Washington, cela n'a pas encore été le cas. En revanche, on constate que la Chine, et je suppose qu'on peut désormais y inclure l'Inde, ont choisi de résister. Je me demandais comment cela allait évoluer, notamment sur le marché des semi-conducteurs, car il s'agit là d'un domaine très important où l'on assiste, disons-le, à une compétition pour le leadership technologique dans le secteur des puces. Donc, Nvidia, le principal fabricant américain de puces et entreprise spécialisée dans l'informatique d'IA, a évidemment interdit la vente. Enfin, ils ont été contraints d'interdire la vente de puces informatiques avancées. Mais maintenant, on constate un certain retournement de situation. La Chine pourrait elle-même commencer à fermer ses marchés aux fabricants de puces américains. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas des partenaires fiables, ou si cela fait simplement partie de la compétition technologique visant à leur retirer cette part de marché. Que se passe-t-il réellement ici? Parce que c'est un sujet que vous suivez de très près. Bien sûr. Je pense que la Chine commence à prendre conscience du grand avantage qu'elle détient réellement dans cette guerre économique, dans cette guerre commerciale, dans toutes ces histoires de droits de douane. Et ce ne sera pas seulement une lutte pour les 3 ou 4 prochaines années. Ce sera une lutte pour les 20 à 30 prochaines années. Il y a une raison pour laquelle Nvidia, au début, a tant insisté auprès de l'administration Trump, puis de l'administration Biden, pour essayer de vendre des puces à la Chine. Parce que Nvidia sait, en quelque sorte, à quoi ressemblera l'avenir du monde. En ce qui concerne les biens tangibles, en ce qui concerne la production tangible, le marché des semi-conducteurs en Chine vaut bien plus que les 50 milliards de dollars dont Jensen Huang vient de parler au monde, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un chiffre. Mais si l'on extrapole vers l'avenir, on peut voir que la Chine, beaucoup de ses usines adoptent l'Internet des objets, IoT, la robotique, et tout cela nécessite énormément de matériel, beaucoup de puces d'IA, de centres de données, d'accélérateurs d'IA. Il est donc logique que Nvidia fasse tout son possible pour vendre sur ce marché. Et c'est assez incroyable que l'administration Trump n'ait même pas compris les conséquences de cela. C'est pourquoi ils ont commencé à taxer Nvidia, 15% du chiffre d'affaires provenant de l'argent chinois utilisé pour acheter toutes ces puces. Maintenant, la Chine est intelligente dans le sens où elle se rend compte que c'est un grand avantage qu'elle détient, en plus des terres rares. Elle dispose de ce gigantesque marché de consommateurs où les puces seront utilisées de manière très efficace, très efficiente. Ainsi, le marché chinois, en particulier en ce qui concerne les puces, présente une demande assez autosuffisante pour leurs propres entreprises locales, comme Huawei, Cambricon et leurs propres fabricants de puces. Cependant, s'ils permettent à Nvidia de pénétrer trop facilement sur le marché, il existe un risque que de nombreuses entreprises locales, dans leur volonté de se surpasser les unes les autres, que ce soit Tencent, que ce soit Alibaba, se tournent en réalité vers les puces occidentales pour bénéficier de cet avantage initial. Car je pense que nous savons tous que la concurrence en Chine est très féroce. C'est l'un des endroits les plus difficiles au monde pour faire des affaires. Et si tel est le cas, je pense que Pékin est vraiment inquiet de perdre de l'élan et de voir tout cet argent affluer vers Nvidia, accélérant ainsi leur progrès dans les semi-conducteurs.
Parce que, pour revenir à votre remarque précédente, sur le fait que les États-Unis exercent réellement des pressions sur leurs alliés pour en tirer des avantages, c'est quelque chose que nous devons mieux comprendre. Maintenant, les États-Unis veulent, je pense, obtenir un total de 800 milliards à 1000 milliards de dollars de la part de 3 de leurs alliés réunis, n'est-ce pas? On parle de la Corée, du Japon et de l'Union européenne, de l'Europe. Maintenant, une grande partie de cet argent, vous savez, a été promise, mais n'a pas encore été officiellement mise en œuvre. Mais l'ambition de ce que l'on pourrait appeler ce racket mondial est de canaliser l'argent vers la technologie américaine, la fabrication américaine et de renforcer leur infrastructure de production de puces. Donc, les États-Unis jouent leur carte. Ils font pression sur leurs alliés pour rapatrier toutes les capacités de fabrication, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs, sur le sol américain. La Chine, de son côté, veut concentrer toutes ses capacités et son accès au marché sur ses propres entreprises locales. Nous assistons donc aujourd'hui à un mur de fer, un rideau de fer, en ce qui concerne le marché mondial des puces d'IA. La Chine, d'un côté, les États-Unis, évidemment, de l'autre. Eh bien, comment ça va-t-il affecter la compétitivité future? Parce que vous avez besoin, je veux dire, l'ampleur est assez importante, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas un grand marché auquel vendre, c'est là que vous obtenez l'argent pour financer la recherche et le développement. Et c'est, encore une fois, le développement des puces qui est impératif dans cette course. Mais aussi, pourquoi les Chinois semblent-ils gagner plus d'argent dans l'IA, alors que de nombreuses entreprises américaines peinent à réellement y dégager des bénéfices? D'accord. Je pense que tout se résume à l'économie, non? L'offre et la demande de base, et le coût de la main-d'œuvre. Vous savez, la Chine possède toutes les chaînes d'approvisionnement du monde. Ils les ont développées au cours des 20, 30, 40 dernières années. Et les États-Unis n'ont pas vraiment ces capacités. Maintenant, ce que les États-Unis ont, c'est la capacité, vous savez, d'imposer des droits de douane au monde entier, ce qui revient essentiellement à presser leur propre population pour obtenir de l'argent. Je crois que les recettes des droits de douane se situent entre 70 et 80 milliards de dollars en août, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était le chiffre récent donné par Scott Besson, le secrétaire. Et à cause de cela, je pense que les États-Unis pourront maintenir leur course à la technologie de l'IA jusqu'à un certain point. Mais tu as raison, en ce qui concerne les marges, ce n'est pas très durable. Et c'est pourquoi on commence à voir beaucoup d'entreprises américaines de technologie en IA, OpenAI, je crois que Microsoft aussi, se tourner vers la Grande-Bretagne. Ils viennent d'aller au Royaume-Uni et ils promettent ou s'engagent également à y construire des centres de données. Donc, on peut vraiment envisager un avenir où les États-Unis essaieront de protéger leur offre et leur demande de puces au sein de tout le G7 et de leur marché, n'est-ce pas? On pourrait même arriver à une situation où les États-Unis pourraient dire « Très bien, vous voulez vendre sur nos marchés indéfiniment avec un tarif très bas de 10% à 20% ou peu importe. Nous exigerons que vous achetiez X milliards de puces chaque année. » Et avec toute l'infrastructure mise en place par OpenAI et Microsoft, par exemple au Royaume-Uni, ils vont être fortement dépendants des puces américaines, n'est-ce pas? Peu importe si les puces finissent par être produites par Intel ou par Nvidia, ce n'est pas la question. Tout sera construit sur l'infrastructure américaine, la pile technologique américaine, l'architecture américaine. Donc je pense que c'est aussi ce que les États-Unis vont faire. Ils vont pousser leurs alliés à consommer tous ces semi-conducteurs. Mais la Chine, en revanche, est d'une certaine manière plus étrangement libérale sur le plan du marché, n'est-ce pas?
en considérant que, vous savez, tout le monde aime dire que leur économie est très fermée et autosuffisante. Mais tout va se jouer sur l'économie, sur le prix des puces. Quiconque voudra les acheter, les achètera. Et malheureusement, avec toutes les erreurs commises par les États-Unis, comme on peut le constater, ils ont rapproché des pays comme l'Inde, du BRICS, et par conséquent de la Chine, n'est-ce pas? Donc, il y a de fortes chances que la demande chinoise pour tous ces semi-conducteurs, toutes ces technologies, soit en augmentation. Elle est pour l'instant latente parce que les puces chinoises n'ont pas encore rattrapé leur retard. Cela pourrait prendre 2 à 5 ans. Mais une fois qu'ils atteindront réellement le point charnière, le point de bascule, alors les vannes des revenus s'ouvriront tout simplement. Eh bien, vous avez mentionné les tarifs douaniers. Alors, quel est l'état actuel de la guerre commerciale? Je pense que les gens ignorent souvent ou ne comprennent pas comment fonctionnent les tarifs douaniers. Et vous savez, cela peut se comprendre, car parfois, il semble que l'administration Trump ne les comprenne pas non plus, ou peut-être qu'ils font simplement semblant de ne pas comprendre. Mais le principe même des tarifs douaniers, c'est d'imposer une taxe sur les importations, de sorte que les entreprises de votre pays doivent payer une taxe supplémentaire pour importer des biens étrangers. L'objectif est d'augmenter le coût des importations afin de donner aux entreprises locales aux États-Unis un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises étrangères qui cherchent à exporter. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi de nombreux pays imposent des tarifs douaniers. Mais l'idée que ce sont, vous savez, les étrangers qui vont rembourser les dettes américaines est très trompeuse. Pourtant, j'entends sans cesse ce genre de discours. On pourrait penser que certaines conséquences finiraient par se faire sentir au bout d'un moment. Je veux dire, si toutes ces entreprises américaines doivent maintenant payer d'énormes taxes sur les importations, que se passe-t-il réellement sur le marché américain en termes de profit, d'emploi et de santé économique globale? Bien sûr, je pense que les effets de la guerre tarifaire se font vraiment sentir sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Je veux dire, nous avons eu essentiellement une révision catastrophique qui est tombée au cours des dernières semaines, ou il y a environ un mois, je crois. Je pense que les États-Unis ont presque perdu 1 million d'emplois lors de cette révision. Et si l'on regarde toutes les données sur les emplois, on assiste en réalité à une tendance à la baisse. Nous assistons simplement à une tendance à la baisse. Et en ce qui concerne le secteur manufacturier, je crois que pour l'un des mois, je ne suis pas sûr si c'était en juin, juillet ou août, il est même passé en négatif. Donc nous regardons une économie, celle des États-Unis, qui a la capacité de soi-disant emprunter sans fin au reste du monde. Ils pressurent aussi leur propre population pour obtenir de l'argent. Et pourtant, ils perdent des emplois. Ils perdent surtout des emplois dans le secteur manufacturier. Et la grande question est, pourquoi? Mais la réponse est en réalité très simple. Lorsque vous augmentez les droits de douane, le taux effectif de droits de douane aux États-Unis aujourd'hui se situe entre 18% et 25% dans cette fourchette. Mais cela reste très punitif. Donc si vous allez chez Walmart et que vous dépensiez auparavant $100 pour vos courses ou autres, maintenant vous payez $120. Maintenant vous payez $125. Évidemment, le reste de votre budget, le reste de vos dépenses discrétionnaires devra diminuer. Et il est fort probable que vous n'achetiez pas de nouvelles voitures, pas de nouveaux tracteurs. Même acheter un nouvel ordinateur va devenir difficile. Donc pour beaucoup de ces entreprises, vous savez, le coût de la main-d'œuvre augmente. Les droits de douane font également augmenter leurs coûts de production, surtout en ce qui concerne l'acier, l'aluminium et le cuivre, n'est-ce pas? Les droits de douane dans ces secteurs sont environ 20 à 30%. Donc leurs coûts augmentent alors que la demande des Américains moyens diminue.
On assiste donc à une double pression. Et au final, ces entreprises ne peuvent pas vraiment répercuter tous ces coûts sur le consommateur. Elles doivent absorber elles-mêmes environ 20 à 30% des droits de douane. Et cela a été démontré par une étude, une enquête réalisée par Goldman Sachs elle-même, n'est-ce pas? L'une des grandes banques multinationales américaines. Par conséquent, il est assez simple de comprendre ce qui se passe. Le marché du travail américain souffre, et si cela continue assez longtemps, il y aura un retour de bâton. Je pense que nous sommes déjà en situation de stagflation à l'heure actuelle. Eh bien, tout l'enjeu, comme je l'ai mentionné avec les droits de douane, est de donner un avantage concurrentiel aux industries nationales. Mais dans les secteurs où les États-Unis n'ont pas vraiment d'industrie nationale à qui conférer cet avantage, comment les États-Unis gèrent-ils la situation? Par exemple, pour les métaux stratégiques, que les États-Unis ne peuvent pas vraiment remplacer, même en imposant des droits de douane de 10 000%. Que font-ils? Font-ils marche arrière sur ces sanctions? Absorbent-ils les droits de douane? Absorbent-ils la douleur? Comment les États-Unis gèrent-ils cela? Parce que s'il y avait des efforts pour remplacer les importations, il leur faudrait sûrement plusieurs années et beaucoup d'investissements pour y parvenir, réellement. Mais même pour réaliser ces investissements, il faudrait une certaine prévisibilité. C'est ce que souhaitent les investisseurs. Et rien n'est prévisible de nos jours. On a l'impression que les droits de douane sont en place aujourd'hui, puis réduits demain. Je veux dire, comment gèrent-ils la situation lorsqu'il n'y a pas d'industrie nationale pour prendre le relais là où ils bloquent ou taxent les importateurs? D'accord. Donc, il faut reprendre depuis le début. C'est là que Trump en réalité piégeait l'économie américaine, n'est-ce pas? D'un côté, les États-Unis essayent d'assouplir les mesures envers la Chine. Nous avons vu de nombreuses réunions aller-retour avec Scott Bessent. Ils sont allés à Londres, à Lancaster House, puis la réunion suivante a eu lieu en Espagne. Au final, il s'agissait de s'assurer que la Chine continuerait à fournir des terres rares aux États-Unis. Et c'est très important, n'est-ce pas? Nous savons que ces matériaux sont utilisés dans l'industrie de la défense. Ils sont utilisés dans toutes ces entreprises liées au Pentagone, ainsi que dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais le gros problème, c'est que si les États-Unis veulent vraiment rester autosuffisants à long terme, ils ne peuvent pas continuer ainsi, mais ils sont piégés. Souvenez-vous de ce que Trump a dit plus tôt, au début de la guerre des tarifs. Toute la base de cette guerre commerciale est de rapatrier les entreprises du monde entier vers les États-Unis. Il a même dit aux entreprises américaines qui fabriquent à l'étranger, comme au Canada et au Mexique, vous devez revenir aux États-Unis, où nous allons vous imposer des tarifs jusqu'à l'asphyxie. Et cela s'applique aussi à toutes ces mines de ressources, à toutes ces chaînes d'approvisionnement en terres rares. Ce serait impensable si un jour Trump annonçait « Nous allons dépenser 100 milliards de dollars pour développer des mines en Afrique, des mines en Indonésie ou des mines, peu importe, en Russie ou en Asie centrale, n'est-ce pas? Ce serait impensable pour sa base. Ce serait impensable pour le Congrès. Ce serait impensable pour tous ceux qui l'ont élu sur la promesse de restaurer les emplois américains. Mais à cause de cela, essayer de développer des mines aux États-Unis, essayer de développer des chaînes d'approvisionnement américaines, ce n'est tout simplement pas faisable. Je crois qu'il y a un élément qui s'appelle le néodyme ou quelque chose comme ça. J'arrive pas vraiment à le prononcer, mais j'imagine qu'il est utilisé. C'est un minéral très demandé par le département de la Défense, le DoD. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le DoD a dit à cette entreprise, et l'a largement subventionné, qu'ils étaient prêts à lui acheter cet élément, cette ressource, à environ 100 à 110 $ le kilogramme ou la livre ou la tonne,
je ne me souviens plus exactement de l'unité, mais ils leur ont dit, nous vous garantissons un certain prix plancher. Donc, même si le prix du marché de ce minéral tombait à 60, 50 ou 40 $, ce qui est arrivé, je crois, il y a quelques mois, le gouvernement américain est prêt à utiliser l'argent des contribuables pour subventionner l'achat de ces terres rares afin de pouvoir prétendre à l'autosuffisance. Mais encore une fois, cela soulève la question. Est-ce vraiment de l'économie de marché libre? Et qui paie réellement à la fin? Ce sont les consommateurs américains, les contribuables américains et la dette nationale américaine. Eh bien, est-ce qu'ils progressent tout de même en obligeant certains pays à déplacer leur production aux États-Unis? Par exemple, des pays comme la Corée du Sud, parce qu'ils imposent, d'une part, tous ces droits de douane massifs, ce qui rend l'exportation vers les États-Unis moins compétitive que l'installation d'entreprises sur le sol américain. Mais en même temps, les États-Unis exercent de fortes pressions sur beaucoup de leurs, en particulier leurs alliés ces derniers temps, comme Taïwan, le Japon, la Corée du Sud. J'imagine qu'en plus de tout cela, il y a les Européens. Mais dans quelle mesure y a-t-il un succès dans ce domaine, si l'on prend par exemple le cas de la Corée? D'accord. Je pense que nous avons tous vu les descentes de l'ICE dans l'usine Hyundai, n'est-ce pas? C'était assez. C'est un mélange d'absurdité et d'humiliation aussi. Et, vous savez, en ce qui concerne les entreprises qui construisent des choses aux États-Unis, il y a maintenant, si je ne me trompe pas, un retard d'environ 3 mois pour que l'usine de batterie devienne opérationnelle également. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'aspects négatifs à déplacer ces opérations aux États-Unis, n'est-ce pas? Il faut payer des coûts de main-d'œuvre plus élevés, il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement, et maintenant, il y a des descentes potentielles dans vos usines et beaucoup de retard. Donc je pense que les alliés des États-Unis sont vraiment coincés dans une situation très très difficile. Ils savent que Trump, eh bien, il va rester encore 3 ans et demi et qui sait qui sera son successeur. Cela pourrait être le président Vance pour les 8 prochaines années après cela. Qui sait? Donc tout ce jeu peut continuer indéfiniment. Je pense donc qu'aujourd'hui, de nombreux pays essayent d'adopter une double politique économique, n'est-ce pas? Ils doivent, je suppose, sacrifier une partie de leur économie, une partie de leur PIB, afin d'apaiser les États-Unis. Mais je pense qu'il vaut aussi la peine de vraiment regarder en coulisses. Que font-ils réellement? Travaillent-ils plus étroitement les uns avec les autres? Renforcent-ils leurs liens avec l'Europe? Développent-ils leurs relations avec l'Asie du Sud-Est? Et je pense qu'il est vraiment utile d'observer comment ils travaillent lentement, subtilement, en coulisses avec la Chine. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'est pas vraiment viable pour tous ces alliés de tout transférer aux États-Unis, car la politique économique et la politique étrangère y sont extrêmement volatiles. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite. On pourrait toujours arriver à un point où les industries du Japon, les industries de la Corée pourraient en fait être vidées de leur substance, tout part aux États-Unis, et comment allez-vous les récupérer ensuite? Et si les États-Unis augmentent d'une manière ou d'une autre leurs impôts sur toutes ces entreprises, c'est alors un pactole pour l'administration en place, mais ce sera une très grande perte pour vous. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous avez des dizaines de milliards de dollars bloqués là-bas. Donc je pense que les alliés des États-Unis, en particulier ceux d'Asie, subissent la plus forte pression, le plus grand étau de tous les temps. Oui, c'est quand même un problème, parce qu'une fois qu'ils installent un campement aux États-Unis, ils peuvent être imposés. Leurs employés pourraient se voir retirer des visas clés et tout le reste. Enfin, si l'objectif est simplement de les installer aux États-Unis, puis de les intégrer progressivement
pour qu'ils deviennent des entreprises américaines employant des travailleurs américains, ce ne serait qu'un avantage très temporaire, je suppose. Je voulais aussi vous interroger sur la guerre financière, car on voit non seulement la Banque de Chine commencer à réduire son exposition à la dette nationale américaine, mais aussi les géants chinois de la tech qui semblent s'éloigner du dollar américain pour financer leurs opérations. Que se passe-t-il réellement? S'agit-il d'un nouveau développement ou cela s'intensifie-t-il? Comment peut-on, selon vous, comprendre ce qui se passe? Bien, très bien. Donc, lorsqu'il s'agit de financer votre entreprise dans les économies émergentes, comme la Chine, le Brésil ou d'autres pays, l'ancienne méthode consistait à lever des fonds en dollars américains, pour deux raisons principales en fait. La première, c'est que le dollar reste aujourd'hui la monnaie de réserve. On peut l'utiliser partout dans le monde pour acheter des fournitures dans n'importe quel pays. Mais à cause des récentes décisions de l'administration Trump, notamment en ce qui concerne la guerre des tarifs, nous comprenons tous désormais que le dollar va être déprécié, la force de la monnaie diminue et elle a déjà baissé de 9 à 12% aujourd'hui. Et cela représente une perte de valeur considérable. Imaginez maintenant que vous êtes une entreprise et que vous souhaitez emprunter de l'argent. La chose la plus importante à garantir, c'est de maintenir vos coûts d'emprunt aussi bas que possible, car vous ne voulez pas payer beaucoup d'intérêts, n'est-ce pas? C'est comme pour un prêt immobilier. Pourquoi paieriez-vous 5% d'intérêt alors que vous pouvez l'obtenir à 2%? Cela n'a pas de sens. Vous préféreriez évidemment celui à 2%. Ensuite, il y a la question de la force et de la stabilité de la monnaie. Supposons donc que vous possédiez une entreprise et que vous empruntiez 100 millions de dollars. Est-ce vraiment logique de le faire si, dans les 6 prochains mois ou dans un an, votre pouvoir d'achat chute effectivement à 90 millions de dollars? Non seulement vous payez des intérêts sur la dette, mais en plus, vous vous retrouvez avec une monnaie affaiblie. Et c'est un très gros problème, n'est-ce pas? Si l'on regarde les coûts d'emprunt aux États-Unis en ce moment, même si la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, essaye de baisser les taux d'intérêt, si l'on observe le segment long de la courbe, c'est-à-dire les rendements des obligations à 5, 10 ou 30 ans, ils restent encore assez élevés. Beaucoup d'entre eux sont encore au-dessus de 4%. Cependant, si l'on regarde des pays comme la Chine, leur coût d'emprunt est d'environ 1,8% à 2%. C'est ce qu'on appelle le coût de portage divisé par 2, ce qui signifie simplement que votre coût d'emprunt est 50% plus bas en Chine qu'aux États-Unis. À cause de cela, de nombreuses entreprises, et même des pays eux-mêmes, regardent cette situation et se disent « D'accord, cette guerre commerciale va continuer pendant au moins les 3 à 4 prochaines années. » La Réserve fédérale va continuer à baisser les taux. Si l'on regarde ce qui se passe, Trump place également ses hommes de main au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, quelqu'un nommé Stephen Moore, qui est vraiment partisan d'une politique de dollar faible. Et on voit tous ces éléments négatifs qui pèsent sur la force du dollar, donc la monnaie est malmenée. D'un autre côté, il y a un dilemme avec les taux d'intérêt. Les États-Unis n'arrivent toujours pas à arrêter de dépenser. Malgré environ 86 milliards de dollars de recettes tarifaires, le déficit va clairement dépasser les 2000 milliards de dollars cette année. Donc, les rendements obligataires ne peuvent pas vraiment baisser. C'est pourquoi les pays empruntent désormais via des véhicules de prêt alternatifs. Et dans le cas de la Chine, ils empruntent simplement dans leur propre monnaie, ce qui est logique. Sur ce sujet, cependant, comment voyez-vous la situation, mis à part l'augmentation des déficits futurs des États-Unis? Y a-t-il un effort pour maîtriser la dette? Et qu'est-ce que cela signifie? Les pays se tournent-ils vers l'or,
échangent-ils davantage dans leur propre monnaie? Je veux dire comment la Chine, ainsi que d'autres grandes puissances ou puissances majeures dans le monde, peuvent-elles réagir à cela? Parce que lorsque la monnaie de réserve mondiale, le dollar américain, décline de cette manière, en termes de fiabilité, qu'elle est instrumentalisée, surendettée, rien n'indique que cela puisse être maîtrisé à nouveau. Et comme vous l'avez dit, les États-Unis, même s'ils perçoivent des droits de douane de la part de leurs importateurs, continuent de dépenser de façon massive. Ce qui explique en partie, je suppose, pourquoi Musk a quitté l'équipe. Oui. Donc je suppose que lorsqu'il s'agit de monnaie alternative et d'actifs alternatifs par rapport aux États-Unis, nous commençons à voir deux tendances claires, n'est-ce pas? En ce qui concerne le commerce et la finance, de plus en plus de pays utilisent leur propre monnaie locale dans les échanges bilatéraux. Au sein des BRICS, cela concerne principalement la roupie, le rouble et le yuan chinois, n'est-ce pas? Ces trois pays commercent entre eux et essaient de contourner le marché du dollar, car il n'y a pas vraiment de besoin pour l'instant, surtout pour l'Inde, après les récents incidents qui ont vraiment mis le pays en colère. Et si l'on regarde d'autres pays également, on peut voir que des monnaies comme l'euro continuent de prendre de la valeur, avec une forte demande pour les obligations de l'UNM, car comparé au dollar américain, c'est le moindre mal. C'est donc ainsi que les pays commencent réellement à fonctionner dans le commerce bilatéral aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne les actifs de réserve, comme l'or, des actifs dans lesquels les gens placent leur argent pour stocker de la valeur, on observe également une forte demande pour les métaux précieux. Si je ne me trompe pas, il y a seulement 2 jours, ou peut-être une semaine, nous avons atteint un nouveau record de 2370 $ l'once d'or, ce qui est sans précédent. Nous avons dépassé le précédent record ajusté à l'inflation. Et cela indique vraiment que le pouvoir d'achat du dollar est en train de décliner à un rythme très accéléré. Parce que vous savez, une once d'or, un lingot d'or, rien ne change vraiment à son sujet, n'est-ce pas? C'est juste un morceau de métal jaune qui est précieux. Mais le problème, c'est la devise dans laquelle tout cela est libellé, principalement le dollar, qui est en train d'être dévalué. Donc beaucoup de pays se retrouvent aujourd'hui face à un grand dilemme. Ils veulent soit détenir la devise ou les actifs d'un pays dont l'économie est réellement en expansion et où il y a une véritable sécurité, ce qui n'est pas vraiment très stable en ce moment. Vous savez, beaucoup d'argent a afflué vers le marché chinois, par exemple. On voit leurs actions grimper de 30 à 40%, ce qui, à mon avis, est un véritable marché haussier. Mais les choses peuvent vraiment déraper entre Trump et le président Xi, et alors tout pourrait s'effondrer sur les deux marchés en même temps. Donc on voit beaucoup d'argent se diriger vers des actifs alternatifs, n'est-ce pas? Et, vous savez, l'un des rares refuges restants, c'est l'or. Ma dernière question, puisque vous avez mentionné les Européens tout à l'heure, concerne l'Europe, car nous voyons maintenant des informations selon lesquelles les Européens envisagent de nouvelles sanctions contre la Chine. Il y a d'ailleurs un article intéressant de Politico à ce sujet. Le titre est incroyable à mes yeux. Il dit, je cite, « L'UE prévoit de nouvelles sanctions contre la Chine. Est-ce que cela suffira pour Trump? » Cela résume toute la situation, car il n'est pas vraiment secret que les Européens semblent conscients qu'imposer des sanctions économiques à la Chine serait une catastrophe. Évidemment, cela pose 2 problèmes principaux. Premièrement, cela réduirait la prospérité des Européens, mais aussi, en rompant les liens avec cette puissance économique, ils deviendraient encore plus dépendants des États-Unis, ce qui est un pari risqué, car il semble qu'ils espèrent ainsi s'attirer les faveurs de Washington et être ensuite récompensés par des accords commerciaux avantageux. L'autre option,
c'est que désormais, le seul acteur en jeu, ce sont les États-Unis. Ils en dépendent totalement. Et cela arrive à un moment où les États-Unis traversent de graves difficultés économiques et peuvent commencer à exiger de nombreuses concessions. Donc cela pourrait se retourner contre eux, j'imagine, si les Américains décident qu'il est temps de piller l'Europe pour maintenir à flot au moins le navire américain. Mais concernant les relations entre les Européens et la Chine, quelle sera la portée de tout cela? Pas seulement en ce qui concerne ces sanctions, mais je suppose que les Chinois ne vont pas rester les bras croisés sans riposter d'une manière ou d'une autre, car cela pourrait créer un précédent dangereux. Donc, selon vous, que va-t-il se passer si les Européens décident de poursuivre dans cette voie? Eh bien, tout d'abord, parlons du point de vue américain, n'est-ce pas? Je pense qu'il s'agit d'un pari très intéressant et plutôt intelligent de la part de Trump pour vraiment vider l'Europe de sa substance une bonne fois pour toutes. S'il existe une meilleure stratégie, un meilleur coup que celui-ci, je ne pense pas en voir d'autre. C'est peut-être l'un des derniers éclairs de génie de cette administration. Essayer de forcer l'Europe à rompre les rangs. La Russie a déjà rompu les rangs avec eux il y a longtemps, et maintenant, ils essayent de faire de même avec la Chine. Et si cela se produit vraiment, on peut facilement imaginer l'Europe souffrir sur toute la ligne, de l'inflation à l'effondrement de son secteur manufacturier. L'une des raisons pour lesquelles l'Europe est encore capable aujourd'hui de fabriquer des biens et de les vendre dans le monde entier, c'est que beaucoup de leurs intrants proviennent de Chine. Or, après l'instauration de la guerre tarifaire, l'Europe fait actuellement face à des droits de douane de 20% lorsqu'elle vend aux États-Unis, ce qui signifie qu'elle doit réduire ses coûts de production pour satisfaire les clients américains. Mais nous savons bien, du moins en ce qui concerne l'énergie, qu'il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre, n'est-ce pas? Vous avez coupé la Russie et vous vous engagez à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine coûteuse, ce qui signifie du GNL américain. Donc votre volet énergétique de l'équation est essentiellement compromis. Maintenant, la seule chose que vous pouvez contrôler pour l'instant, ce sont les autres intrants, qu'il s'agisse d'électronique, de terres rares ou même de quelque chose d'aussi simple que les plastiques. Or, vous n'avez plus de mines en Afrique ni dans le reste de l'Asie centrale. Toutes celles-ci sont soit sous contrôle chinois, sous influence chinoise, sous influence russe ou sous l'influence des BRICS. Leur empreinte est partout là-bas. Donc en rompant les liens avec la Chine, l'Europe va perdre tous ses intrants bon marché et elle ne pourra plus non plus acheter de panneaux solaires abordables. Ils n'auront pas accès à des voitures abordables. Ils ne pourront pas vraiment relancer leur industrie manufacturière. Donc, à mon avis, est-ce que la Chine va vraiment les punir, les enfoncer alors qu'ils sont déjà à terre? Je ne le pense pas, car l'Europe sera enfermée dans son propre enfer économique, et je ne crois pas qu'aucun pays puisse réellement aggraver la situation. Parce qu'une fois que cela se produit, la Chine, eh bien, elle pourrait fermer ses marchés aux produits et entreprises de l'UMR. Et à cause de cela, où pourrait-il aller? Comme vous l'avez mentionné plus tôt, si vous signez un pacte faustien, le seul marché qui reste, c'est essentiellement l'enfer. Il faut alors exporter jusqu'aux États-Unis. Et quand cela arrive, Trump dispose alors d'un énorme levier. Donc, même si vous punissez la Chine et que Trump promet de ramener le taux de droits de douane à 10%, y a-t-il la moindre garantie au monde que ces droits ne reviendront pas à 20% ou 25%? Parce que si j'étais Trump, je pourrais toujours avancer l'argument que maintenant que l'Europe n'est plus en mesure d'exporter vers d'autres marchés, y compris la Chine ou le reste de l'Asie, parce qu'il leur est soi-disant impossible de le faire de manière compétitive. En tant que Trump, je pourrais toujours dire que l'Europe a désormais une surcapacité
et qu'elles inondent les marchés américains. Ils prennent la part de marché local américaine. Il est temps de nous protéger de cette invasion européenne d'exportation et nous devons augmenter les droits de douane à leur encontre. Et c'est un très grand danger que, selon moi, les dirigeants européens, Macron, la Commission, Bruxelles, peu importe, ne prennent pas vraiment en compte à l'heure actuelle. Je suppose qu'il est inutile de punir les Européens, puisqu'ils se font déjà du tort eux-mêmes. Eh bien, on peut toujours dire que le monde est plus vaste. Ils peuvent toujours se rapprocher un peu de l'Inde, mais on exerce aussi des pressions sur l'Inde. Il semble donc qu'il y ait maintenant un effort pour couper les Européens de tous les centres de pouvoir. Oui. Encore une fois, tout le pari repose sur l'idée que Trump récompensera la loyauté et non qu'il l'exploitera. Je pense que c'est un pari vraiment risqué. Avant de conclure, où peut-on te retrouver? Bien sûr, vous pouvez simplement me trouver sur YouTube. Nous parlons beaucoup d'économie, un peu de géopolitique, d'or, de finance et aussi d'investissement. Il vous suffit d'aller sur YouTube, de taper Sean Fu, S-E-A-N-F-O-O, et vous pourrez me trouver youtube.com, Sean Fu Gold. Oui, d'accord. Excellent. Wow! Merci beaucoup, Sean. C'est toujours fascinant de parler avec vous, alors merci beaucoup. Très bien. Pas de problème. Merci.